Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne Cela Décoré. Alors aujourd'hui ça va être une nouvelle vidéo documentaire. Rappelez-vous, la première je l'avais fait sur le processeur PowerPC qui visiblement a bien été apprécié. Et donc après le matériel, je vais faire le logiciel. Et donc aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de MacOS classique. Et oui, donc on va voir dans cette vidéo comment Apple et via le Macintosh a démocratisé l'interface graphique qui a été une étape vraiment très importante dans les ordinateurs. Par contre, n'ayant pas les conditions idéales pour enregistrer avec ma voix de canard pincé, j'ai décidé de prendre une plus belle, une plus jolie voix. Donc vous allez voir, ça sera bien mieux que la première vidéo. En tout cas, j'arrête là mon blabla et je vous laisse avec l'histoire de MacOS classique. Allez, c'est parti! Après une première vidéo sur le PowerPC, il est temps d'aborder le côté logiciel qui a fait la renommée de la simplicité d'Apple, à savoir macOS. À travers cette vidéo, nous allons vous conter son histoire et, comme pour le PowerPC, excusez-nous à l'avance pour les éventuels oublis ou erreurs et n'hésitez pas à apporter vos précisions ou des informations complémentaires dans les commentaires. La plupart des gens vous répondront, si vous leur posez la question, que c'est le Macintosh original de janvier 1984 qui a eu la toute première interface graphique chez Apple. Pourtant, un ordinateur avant lui en possédait une chez Apple. Il s'agit du Apple Lisa qui fut lancé par Apple un an plus tôt en 1983, ou plutôt qui fut lancé par Steve Jobs. Ce n'est pas macOS qui est installé sur le Lisa, mais LisaOS. Pour l'originalité, on repassera. Néanmoins, pour ne pas repartir de zéro, le Macintosh 128K original utilisera une partie du système du Lisa pour son propre système. À la sortie du Macintosh 128K original, renommé ainsi car un modèle 512K sera sorti quelques mois plus tard, en janvier 1984, le système ne se nomme pas encore macOS, il porte tout simplement le nom de système 1.0 qui était en fait une version 0.97 qui sera rapidement suivie par la version 1.1. La première version de ce système possède environ 216 kilooctets et comporte 6 fichiers. Système, qui comportait les accessoires de bureau, Finder, Clipboard, le pilote, pour l'imprimante d'Apple ImageWriter, 9 aiguilles sorties quelques mois auparavant, Scrapbook et Notepad. Introduit par Steve Jobs le 24 janvier 1984 avec le premier Macintosh, le système est issu des recherches de Xerox dans leur société de Park Alto et que Steve Jobs avait visité. Étonné de voir une interface graphique sur un ordinateur, Jobs veut alors populariser cette interface pour le grand public. Pour cela, il passe un accord avec Xerox en permettant à Apple d'utiliser le concept de cette interface graphique. Xerox pourra acheter à un prix d'amis des actions Apple. Jobs n'a pas piqué l'idée de Xerox comme le veut la légende urbaine. Le deal est fait et Jobs sort donc le Lisa. Mais ce dernier est un bid monumental. Les raisons de cet échec, trop cher, peu de logiciels et un lecteur qui utilisait des disquettes peu fiables. En parallèle, le développement du Macintosh est arrivé à son terme et en sortant un an après avec le quart du prix du Lisa, ce dernier fut mort-né. Un Apple Lisa 2 sera tout de même sorti, moins cher, mais qui était en fait le premier Lisa reconditionné. Le Lisa s'arrêtera définitivement en 1986. Mais revenons à macOS. Donc Jobs est enthousiasmé à l'idée de l'interface graphique vue chez Xerox en 1979 et en échange donc d'actions Apple à prix réduit, il a l'autorisation de 2 visites avec démonstration de projets en cours chez Xerox PARC avec son équipe dédiée pour le Lisa. Le projet du Lisa a commencé un an avant. Trip Hawkins, bien connu des possesseurs d'Amiga et surtout de Gunhead TV, et oui les petits lapins, et Jeff Raskin sous la houlette de John Coate, qui vient de remplacer Ken Rothmuller, ont pour but de moderniser la version de l'ordinateur concrétisée par l'Apple II. Le projet évolue alors en guidé par des fenêtres et une souris en vue de sa réalisation.
Trip Hawkins et Jeff Raskin ont fortement influencé pour cette révolution. Steve Jobs est alors impliqué dans le projet et suite à sa visite chez Xerox veut faire sa gloriole en solo et au détriment du projet Macintosh sort donc le Lisa Key Bead. L'équipe du Lisa avait pu chez Xerox voir la démonstration de l'interface graphique. Ils ont pu voir également la démonstration des éléments de base qui constituaient une interface graphique fonctionnelle. De retour chez Apple, l'équipe du Lisa se met alors au travail et bosse d'arrache-pied pour réussir à faire de cette interface graphique un produit commercial grand public. Le projet Lisa est un projet qui a coûté 50 millions de dollars à Apple et a mobilisé au total plus de 90 personnes pour permettre sa conception. Le Lisa était conçu autour d'un processeur Motorola 68000 cadencé à 5 MHz. Il disposait de 1 mégaoctet de RAM et pouvait être upgradé jusqu'à 2 mégaoctets maximum. Des modèles furent aussi livrés ultérieurement avec seulement 512 kilooctets de RAM pour baisser son tarif. Le moniteur monochrome intégré avait une résolution de 720 x 364 pixels en noir et blanc, évidemment. Les ventes sont très faibles dès le départ et malgré une baisse de prix et qu'il fut renommé Lisa 2 puis fin de carrière Macintosh XL qui était en fait un Lisa 2 avec un disque dur de 10 mégaoctets, c'est un échec retentissant. Apple devra d'ailleurs se débarrasser de 2700 Lisa invendus dans une décharge surveillée et située dans l'Utah. Ceci afin de bénéficier d'une réduction fiscale sur les stocks invendus. À noter, le Lisa portait en fait le prénom d'une des filles de Steve Jobs. Jobs est évincé du projet Lisa en 1982 par le conseil d'administration et en a gros sur la patate. En effet, l'interface utilisateur du Lisa a pris 6 mois pour être conçue. Et après cela, le matériel, le système d'exploitation de la machine et les applications ont tous été faits en parallèle. Jobs rumine sur tout ce travail accompli qu'il a perdu. En parallèle du Lisa, Jeff Raskin a continué à développer son projet d'ordinateur pas cher à base de texte qui serait simple à utiliser par les consommateurs moyens qu'il avait initié en 1979. En effet, Raskin a présenté son idée à Mike Markula, un des premiers et gros investisseurs de Apple. Il a mis 250 000 $ dedans. Et Markula a donné son aval à Raskin pour concrétiser son projet et monter une petite équipe. Au départ, le projet s'appelle Annie. C'est une console de jeu bon marché, mais très vite, l'idée évolue vers un ordinateur compact sans capacité d'extension, grand public et simple d'utilisation. Le tout pour moins de 1000 $, ma bonne dame. La machine doit être si facile à utiliser qu'il n'y aura pas de manuel d'utilisation fourni avec. Raskin renomme le projet Macintosh, qui n'est autre que le nom d'une catégorie de pommes qu'il aime particulièrement. Raskin, qui fut assistant professeur en université, a fait entrer un de ses anciens étudiants chez Apple, Bill Atkinson, qui s'est retrouvé, lui, sur le projet Lisa. Sur les conseils d'Atkinson, Raskin intègre à son équipe un jeune ingénieur et hacker surdoué, Burrell Smith. Smith a attiré l'attention d'Atkinson en permettant d'une manière innovante d'augmenter la mémoire de l'Apple II. C'est Smith qui conçoit avec une rapidité surprenante les premiers circuits imprimés du Macintosh. Raskin rassemble alors à leur côté une équipe qui sera spécialisée dans le développement du Macintosh et de ses logiciels. On y trouvera Chris Espinosa, Joanna Hoffman, George Crowe, Susan Kerr et d'autres. Mais alors que le développement du projet Macintosh se déroule bien et en secret, Jobs, qui est désormais sans mission précise chez Apple suite à son éviction du projet Lisa, découvre le projet Macintosh et s'incruste sur celui-ci. Raskin est alors toujours en charge de la partie logicielle et Jobs, lui, s'occupe de la partie matérielle. Bien que l'on dit que c'est Raskin qui aurait imposé la souris à un seul bouton. Mais Jobs veut prendre sa revanche sur le projet du Lisa et informe Raskin qu'il prend désormais la direction complète du projet Macintosh et que Raskin s'occupera de la direction de la documentation. Raskin refuse alors l'offre de Jobs et démissionne d'Apple. Jobs débauche alors une petite partie de l'équipe du Lisa pour l'affecter sur le projet du Macintosh et les fait travailler dur pour qu'il soit prêt en temps et en heure pour contrecarrer le Lisa. Un an après la sortie du Lisa, le Macintosh voit le jour avec le système Macintosh 1.0 ou plutôt une version 0.97 comme déjà dit auparavant.
Le Macintosh original, ou également appelé Macintosh 128K, est sorti en ce 24 janvier 1984 et les premières ventes sont excellentes. L'interface graphique fait merveille, le tarif est assez bon. Il est équipé d'un processeur Motorola 68000 cadencé à 7.83 MHz et possède 128 kilo-octets de RAM et un écran monochrome avec une résolution de 512 x 342 pixels, qui établira la norme écran de 72 dpi pour la PAO. Hélas, pas de disque dur et un lecteur de disquette 3,5 pouces de 400 kilo-octets. Sans disque dur et très peu de RAM, l'utilisateur doit mettre une disquette pour charger le système après le démarrage de la machine. La première version du système possède des itérations qui sont toujours utilisées de nos jours, comme le Finder par exemple, un gestionnaire chargé de lancer les applications et de la gestion globale des fichiers des utilisateurs, des disques et des volumes réseau. Elle a également une barre de menu révolutionnaire identique à celle du Lisa et qui possédait 5 onglets, le menu Pomme, Fichier, Édition, Affichage et Spécial où l'on pouvait éteindre la machine. Les options changeaient en fonction de l'application utilisée. Il y avait 7 accessoires intégrés au système 1.0, une alarme, une calculatrice, un panneau de contrôle qui permettait par exemple de régler le volume, le fond d'écran, les réglages de la souris, la date et l'heure, etc. Il y avait aussi l'accessoire clavier, le notepad, un puzzle et album qui permettait de copier-coller des motifs et de les mettre dans certaines applications. Les premières applications qui étaient disponibles pour le Macintosh étaient MacPaint, logiciel de dessin, MacWrite, un traitement de texte, MacProject, MacTerminal et bien sûr il y avait aussi Word de Microsoft. Si les accessoires de bureau pouvaient être lancés à plusieurs simultanément, les applications, elles, hélas, ne pouvaient être lancées qu'une seule à la fois. Cela étant dû une fois de plus à la quantité limitée de RAM du Macintosh et de l'absence d'un disque dur. De plus, dans cette première version du système, les fichiers mis dans la corbeille sont supprimés de façon définitive lorsque la machine est éteinte ou lorsque vous lanciez une nouvelle application. Une disquette supplémentaire était fournie avec des démonstrations pour utiliser l'interface graphique de la machine et il y avait même une cassette audio de 30 minutes de livret avec la machine pour accompagner la disquette de démonstration. Le Macintosh commence à retomber en termes de vente assez rapidement, même s'il a dépassé celle du Lisa et que Jobs a eu sa revanche, tout n'est pas rose pour la machine. Toujours les mêmes reproches, trop cher et pas assez extensible. Le système continue pourtant, lui, d'évoluer de la version 2.0 à la version 5. Pas mal de fonctionnalités utiles vont être ajoutées au Macintosh, mais rien de révolutionnaire. Ainsi, nous aurons Apple Talk, qui permet de connecter un réseau local d'ordinateurs Macintosh sans avoir besoin d'un routeur ou d'un serveur centralisé. Et désormais prise en charge également les imprimantes laser et un système de fichiers hiérarchique est mis en place qui permet de chercher et de retrouver rapidement des fichiers ou autres dossiers et applications. Le système 3.0 est mis en service avec la sortie du Macintosh Plus, soit 2 ans après le premier Macintosh. En effet, le Macintosh Plus est sorti en janvier 1986. C'est une évolution du Macintosh original et il est le premier ordinateur personnel à intégrer un connecteur SCSI qui permet de lui ajouter des disques durs externes et autres accessoires. Le système 3.0 amène donc le format HFS et prend en charge les lecteurs de disquettes de 800 kilo-octets qui est d'office sur le Macintosh Plus. Il prend également en charge le SCSI bien évidemment. Et il y a Apple Share. La corbeille se gonfle désormais lorsque vous mettez des fichiers dedans, ceci grâce au Finder version 5.1. La version 4.0 du système fut lancée avec le Macintosh SE l'année suivante en 1987. Sortie en même temps que le Macintosh 2, la version 4.1 arrive rapidement. En effet, ces machines amenaient avec elles le fameux port propriétaire d'Apple, l'ADB, et celui-ci devait être pris en charge. De même, les machines ayant désormais des disques durs internes, il fallait également que ceux-ci soient gérés par le système, ainsi que les écrans couleurs externes. Et une meilleure gestion des processeurs Motorola est également de mise. Malheureusement, si on peut toujours lancer plusieurs accessoires du système en même temps, pour les applications, ça reste une seule à la fois, bien que des logiciels tels que Multimac permettaient de contourner cette contrainte. Vers la fin de 1987, Apple sortira un package nommé Macintosh System Softwares, mais qui en fait était la version 5.0 du système. C'était la première fois qu'Apple proposait l'évolution de son système comme un produit à part entière et distinct de la machine.
Cette version 5.0 du système comprenait 4 disquettes de 800 kilo-octets chacune et 3 manuels pour un tarif de 49 $. Chose amusante, bien que présentée sur la boîte comme la version 5.0 du système, la version n'apparaissait pas dans le Finder lui-même. 3 des 4 disquettes étaient des utilitaires disques, etc. et étaient bootables directement. Ainsi, l'utilisateur pouvait démarrer sur le disque d'utilitaire dont il avait besoin. Mais la principale évolution est bien entendu le Multifinder, qui permet enfin d'exécuter plusieurs logiciels en même temps, à condition d'avoir la RAM nécessaire. D'ailleurs, vous pouviez désactiver le Multifinder et garder l'option d'utiliser qu'une seule application à la fois. On peut noter aussi que le programme d'installation du système faisait également pour la première fois son apparition, où vous pouviez juste faire une mise à jour de votre ancien système ou carrément installer de façon propre la nouvelle version. L'utilisateur devait indiquer sur quel ordinateur Macintosh le système allait être installé pour qu'il ait les bonnes caractéristiques de la machine qui soient prises en compte par le nouveau système. Cette version 5.0 du système fut disponible que pendant une très courte durée de temps et seulement dans certains pays, les États-Unis, le Canada et certains pays européens. Très vite, la version 6 fut sortie et remplaçait cette version 5. Pendant ce temps, chez la concurrence, Microsoft aussi a sorti son système avec une interface graphique, Windows. La version 1.0 est sortie en 1985, mais celle-ci est buggée et Microsoft doit la retirer de la vente. C'est un grave échec pour Microsoft qui revoit sa copie et fin d'année 1985 sort la version 1.01 qui, elle, fonctionne. Elle coûte 99 $. Ensuite, Microsoft sort une version 1.02 en 1986 qui est en plus internationale, là où la version précédente s'était limitée aux États-Unis. Dans le courant de l'année 1986, toujours, Microsoft éditera une version 1.03 et en avril 1987, la version 1.04. Et lorsqu'Apple en est à sa version 5.1 de son système, Microsoft sort alors presque en même temps Windows 2.0. Et c'est là que les tensions commencent entre Apple et Microsoft et qui dureront un long moment entre les deux sociétés qui seront toujours des frères ennemis. En effet, Windows 2.0 permet d'avoir des fenêtres superposées exactement comme macOS, et Apple crie à la trahison en mentionnant le fait qu'ils avaient conclu un accord avec Microsoft pour qu'ils ne volent pas les propriétés du système Mac en échange du développement de Word sur Macintosh. Néanmoins, les possesseurs de PC ne sont toujours pas intéressés par Windows et les nouveautés qu'il propose. Apple semble s'être inquiété pour rien. Sort alors en septembre 1988 la version 6.0 du système Mac et qui enfonce encore le clou face à Windows. Fait sur des bases très stables qu'était la version 5, il consolide ses fondations, il est stable et durable. Une nouvelle fonctionnalité est encore ajoutée, Macro Maker, un utilitaire permettant d'enregistrer des macros avec son clavier et sa souris. Le logiciel avait une interface ressemblant à une cassette audio et qui semblait agir comme un magnétophone. Très bon concept, mais le programme laisse à désirer. Il fut beaucoup critiqué par ses lacunes qu'il affichait par rapport à Automac 3 de Microsoft, toujours eux, et qui était déjà en vente. Microsoft sort son Windows 3.0 en 1990 et frappe très fort. Tout le monde veut copier ou égaler le système Apple. Si Apple n'avait pas à s'inquiéter pour l'instant de Microsoft, elle n'a pas eu non plus le temps de s'inquiéter d'Atari qui, en 1985, sortait son Atari ST, puis ses déclinaisons, le 520 et 1040 STF, STE, Falcon, etc. Au fil des ans, avec son système d'exploitation TOS, avec l'interface graphique GEM, qui était inspiré sans se cacher du système Mac, et donc Jack Tramiel se voulait d'ailleurs être le concurrent direct d'Apple. Malheureusement, l'Atari fut détrôné par son vrai concurrent de l'époque qui était l'Amiga de Commodore et en 1993, Atari et ses ordinateurs étaient pratiquement morts, tout comme l'Amiga d'ailleurs. Ce qui est ironique dans cette histoire, c'est que Digital Research, le créateur du GEM, suite à un procès attenté par Apple, fut obligé d'enlever de leur interface tout élément graphique qui pouvait ressembler à ceux de Mac OS, notamment la poubelle qui posait problème à Apple, tuant ainsi net la version PC du GEM. Microsoft, qui à cette époque n'avait pas encore publié de version de Windows et travaillait en collaboration avec Apple pour sortir leur logiciel sur Mac, fit profil bas et ainsi, sans le savoir, Apple élimina un sérieux concurrent de Bill Gates sur PC. Parfois, l'ironie du destin.
Apple réagit à Windows 3.0 et sort en mai 1991 la version 7 de son système qui est une mise à jour majeure. Le système a entièrement été réécrit pour être compatible avec l'architecture 32 bits. L'interface subit une refonte totale, voit sa stabilité encore améliorée, se voit adjoindre de nouvelles applications et plein de nouvelles fonctionnalités. Il est toujours nommé System Software dans les informations système, mais rien ne va plus pour Apple dans les années qui suivent en 1994 précisément. Comme dit dans ma précédente vidéo sur le PowerPC, Apple change de processeur et passe à la technologie RISC, totalement incompatible avec le processeur 68000 qu'elle utilisait jusque-là. Il faut donc réécrire macOS pour qu'il soit compatible avec le PowerPC, sans pour autant qu'il soit incompatible avec l'énorme base de machines installées avec un processeur 68000. C'est donc la version 7.1.2 qui sort avec les premiers Power Mac. Celle-ci est écrite pour le PowerPC et émule également le 68000, ce qui la rend compatible avec les anciens modèles. L'évolution la plus importante étant la prise en compte de la mémoire virtuelle et qui nécessitait de la RAM 32 bits, à cause des besoins croissants en mémoire des logiciels. Elle pouvait bien sûr être désactivée à tout moment pour rester compatible avec les anciennes applications. Il prend également en compte les technologies de l'Internet qui commencent à se généraliser auprès du public. Le système 7 intègre également enfin un multifinder natif qui permet enfin d'ouvrir plusieurs logiciels en même temps sans avoir à passer par un utilitaire. Et à son tour, Apple copie Microsoft avec ses alias qui sont un peu les raccourcis qui étaient disponibles sur Windows. Les extensions ont été améliorées et ont désormais leur propre dossier dans le système. Arrive alors au début de l'année 1995 la version 7.5 du système Apple sur les premiers Power Mac avec des bus PCI comme le 7275 par exemple. Celui-ci intègre désormais un gestionnaire d'extension et qui auparavant était un logiciel externe. Limité aux accessoires jusqu'à la version 6, le menu pomme est désormais polyvalent et permet d'y mettre les dossiers ou les logiciels les plus utilisés. Il y a aussi désormais Apple Script pour automatiser les tâches, Quick Draw 32 bits qui supporte la véritable colorimétrie, le True Color, et qui auparavant était disponible sous forme d'extension, et enfin les polices PostScript deviennent vectorielles avec le TrueType, confortant le règne sans partage du Macintosh en PAO. De même, désormais grâce à un système de cache, les éléments placés dans la corbeille ne sont plus effacés automatiquement lorsque la machine est éteinte. Mais malgré tout, plus rien ne va pour Apple. Les ventes du PC explosent et avec les ventes de Windows 3.0 qui rivalise et fait même mieux qu'Apple et son système sur certains points, comme la mémoire protégée par exemple qui permet de quitter un programme sans en affecter un autre en cours d'exécution. Apple, voyant ses ventes chuter de façon vertigineuse, ouvre alors une vaste campagne de licences pour que des machines clones avec le système 7 puissent sortir et ainsi regagner des parts de marché. Mais cela est une fausse bonne idée et enfonce encore plus Apple, surtout qu'en plus des nouvelles technologies apparaissent avec les machines Apple comme le bus PCI par exemple, comme dit auparavant, le système 7.5 n'est plus alors très stable. En mars 1995, une version 7.5.1 sort, puis en août 1995, une version 7.5.2 pour rendre compatible le système avec ses fameux bus PCI. En janvier 1996, Apple sort alors une version 7.5.3 qui sera suivie par 3 révisions, puis en septembre 1996 sort la version 7.5.5. Apple a véritablement beaucoup de mal à stabiliser son système. En face, Windows 95 vient de sortir et est un carton monumental, mais moins que la version 3.0. Néanmoins, couplé au processeur d'Intel avec les nouveaux Pentium et qui sont 2 fois moins chers qu'Apple à puissance égale, la descente aux enfers d'Apple au niveau des ventes continue. En janvier 1997, Apple a enfin réussi à résoudre les problèmes de stabilité de son système et sort la version 7.6 qui porte enfin pour la première fois le nom de Mac OS 7.6. Sortira 3 mois plus tard la version 7.6.1. C'est la dernière amélioration majeure du système 7. On améliore la gestion de la mémoire ainsi que les routines de ressources pour le PowerPC. Le programme d'installation a également été revu pour qu'il soit plus sûr pour l'utilisateur. On a désormais QuickTime 2.5, OpenDoc 1.1.2, OpenTransport 1.1.1, CyberDog 1.2.1 qui sont intégrés au système. Un plus grand nombre de fichiers peuvent désormais être affichés dans les fenêtres et beaucoup d'autres améliorations sont apportées.
Mais les clones deviennent un énorme problème pour Apple et alors que la société travaille sur macOS 7.7, Gilles Amelio, alors à la tête d'Apple, fait revenir Steve Jobs en rachetant au passage sa société Next qui servira pour le futur de macOS. Jobs tente de négocier le prix à la hausse de la licence de macOS avec les cloneurs, mais ceux-ci refusent, ce qui donnera un gros clash entre Apple et Motorola. Jobs veut alors en finir avec les clones et pour casser le contrat de la licence de macOS qui était valide que pour la version 7 du système, fait renommer la nouvelle version de macOS en préparation. C'est ainsi qu'en juillet 1997 sort macOS 8. Nommé au départ Copland et en gestation depuis 1994, Copland devait moderniser macOS avec une mémoire protégée, un traitement multitâche, etc. Mais Amelio a jugé le projet trop complexe et a préféré racheter Next et faire revenir Steve Jobs. Néanmoins, quelques fonctionnalités de Copland seront tout de même conservées dans macOS 8. Les thèmes permettant de personnaliser l'interface de l'utilisateur ainsi que par exemple la liaison TCP/IP. Néanmoins, le noyau principal, lui, reste inchangé sans évolution notable. macOS 8 propose tout de même un Finder multitâche qui permet de copier des fichiers en arrière-plan d'une application par exemple. Mais surtout, il a porté pour la première fois les menus contextuels dans une version de macOS. En pleine période difficile, les fans se mobiliseront et Apple vendra 1,8 million d'exemplaires de macOS 8 au cours des 2 premières semaines de sa sortie et 3 millions de copies en 6 mois. Un joli score. Certains pirates ont même refusé de diffuser des copies de macOS 8 pour venir en aide à Apple. Là aussi, jusqu'en 1999, macOS 8 verra des mises à jour et des correctifs. Ainsi, la 8.1 sortira en janvier 1998, en octobre 1998 sortira la 8.5, en décembre 1998 la 8.5.1, et enfin, en mai 1999, la 8.6, amenant au passage quelques petits aménagements sur l'interface graphique. Chez la concurrence, Microsoft sort bien évidemment son Windows 98 et Apple va de plus en plus mal. Mais heureusement, grâce à un nouveau processeur PowerPC, le 750, renommé G3 chez Apple, celui-ci permet à la firme de sortir des Power Mac G3 beige surpuissants et surtout l'iMac G3 Bondi Blue en mai 1998 qui va sortir Apple des difficultés financières pour de bon. L'iMac G3 est équipé d'office de macOS 8.1. Pour utiliser la puissance de ces nouvelles puces et rattraper son retard, Apple doit absolument moderniser son OS et commence en parallèle de macOS classique à travailler sur macOS X et c'est ainsi qu'en janvier 1999 sort la version 1.0 de macOS X, serveur basé sur le système Rhapsody et les technologies Next Step et non plus sur le système classique de macOS, même s'il arbore comme lui une interface grise nommée Platinum. En octobre 1999 sort donc la dernière version de macOS classique, la version 9, bien qu'au départ elle était numérotée comme la 8.7. Bien qu'il soit dans la continuité de la version 8, le code a totalement été réécrit pour tirer parti de la puissance des PowerPC, et il est la version la plus stable de macOS classique. Néanmoins, cette réécriture écarte désormais les premiers modèles de Mac à base de 68 000. Malgré tout, Apple peut se targuer d'avoir réussi à gérer de main de maître sa transition des processeurs 68 000 vers le PowerPC sans pratiquement aucun heurt pour ses utilisateurs. Bien joué! Outre le multi-utilisateur qui permettait à chaque utilisateur de l'ordinateur d'avoir son propre système et ses propres données, OpenTransport a été amélioré, ainsi que son système de recherche intégré avec la version 2 de Sherlock. AirPort est également pris en compte et il y a le chiffrement des données. En avril 2000 sort la version 9.04 pour corriger des bugs et améliorer la gestion de l'USB et du FireWire. Vient ensuite la version 9.1 en janvier 2001. Là aussi, il s'agissait de corriger des bugs, améliorer la stabilité et les performances du système. Puis en août 2001, nous aurons droit à la version 9.2.1. Entre-temps, après une version bêta publique et une version preview pour les développeurs, en mars 2001 est sortie la première version de Mac OS X nommée Cheetah.
Celle-ci permet de toujours utiliser macOS 9 via une fonction classique qui permet d'ouvrir les applications pour macOS 9 sur macOS X le temps de la transition et que les programmes soient nativement écrits pour macOS X, évidemment au détriment de la performance. La version 9.2.1 est donc une mise à jour, juste pour améliorer les performances de classique dans macOS X. Bien entendu, des nouvelles API avaient également été intégrées à macOS 9 pour faciliter le travail des développeurs pour effectuer la transition vers macOS X. Enfin, en décembre 2001 sort la 46e et dernière version du système originel macOS 9.2.2. Le développement sur celui-ci prendra fin peu après en mai 2002. Les ordinateurs Apple vendus en 2002 ne permettaient plus d'installer macOS 9 de façon autonome et celui-ci ne fonctionnait qu'avec Classic au travers de macOS X. Malgré le fait qu'il n'était pas considéré comme un système d'exploitation moderne, macOS Classic a apporté l'interface graphique, la facilité et la simplicité d'utilisation d'un ordinateur auprès du grand public et ça, c'est un véritable exploit. Nous nous retrouverons une prochaine fois pour parler d'un autre sujet passionnant. D'avance, je m'excuse s'il y a des erreurs ou des oublis dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette vidéo, partagez-la, likez-la, abonnez-vous à la chaîne, c'est important pour elle et ça ne vous prend qu'un seul clic. Prenez soin de vous et à bientôt!